Bonsoir, merci d'être venus très nombreux. Et donc la réunion est organisée par le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste. C'est un groupe qui est vieux déjà à peu près d'un demi-siècle sur Rennes. Et donc la fédération comporte à peu près une soixantaine, je crois, de groupes ou liaisons sur l'ensemble du territoire. Donc, en ce qui concerne le groupe La Sociale, il a plusieurs fonctions, notamment la gestion d'un local, 17 rue Châteaudun, où certains connaissent déjà, je pense. On y tient nos réunions politiques le mercredi soir. On y tient deux permanences par semaine, donc le mercredi de 14 h à 18 h, le samedi sur le même créneau horaire, où on est toujours très content d'accueillir les gens, des gens qui viennent soit discuter, des gens qui ne connaissent pas l'anarchisme, qui viennent découvrir, ou qui connaissent déjà, qui viennent acheter des bouquins ou emprunter des bouquins. Puisqu'il y a une troisième fonction, c'est donc la librairie, la tenue d'une librairie et d'une bibliothèque. Également des animations. On fait venir des intervenants. Donc ça a lieu en général le samedi après-midi. Une autre fonction du groupe, c'est la vente du Monde Libertaire, qui a longtemps été, qui est l'organe de la fédération, qui a longtemps été un hebdomadaire, qui est devenu mensuel. On espère le faire redevenir hebdomadaire le plus rapidement possible. Et une autre fonction du groupe, c'est la tenue des réunions publiques. On en fait, c'est pas régulier, mais 3, 4, 5 par année. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait venir Francis Dupuy-Derry, qui va vous parler ce soir de démocratie. Je lui passe la parole. Merci. Donc, il va intervenir alors, une quarantaine de minutes à peu près. Et après cette intervention, il y aura un débat sur des bases anarchistes, c'est-à-dire sur le respect de la parole, bien sûr. Chacun donc des interventions, si possible, notamment on est nombreux habituellement, c'est vrai, dans beaucoup de réunions on est moins nombreux, ça pose peut-être un peu moins de problèmes. Mais là, donc, il y a beaucoup de personnes, donc les interventions sont, si possible, assez condensées, de manière à ce que le plus de gens possible puissent s'exprimer, qu'il n'y ait pas de frustration en quittant la salle. Voilà. Merci, merci à vous d'être ici ce soir. C'est bon, vous m'entendez? Ça va? Évidemment, merci au groupe rennois de la Fédération anarchiste pour l'invitation et l'organisation de la soirée. Et on m'a demandé donc de venir vous parler de mes travaux, de mes réflexions sur la démocratie. Et à l'avance, je m'excuse, là, évidemment, je ne vous connais pas. Et je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà feuilleté mes livres. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas d'examen là, mais à la fin de la discussion. Mais au vu une ou deux vidéos où je discute de ces idées, mais évidemment, je ne vais pas réinventer ma réflexion ce soir pour vous. Donc, c'est pas par manque de respect pour Rennes, mais on ne peut pas se réinventer à toutes les semaines. Et donc, peut-être qu'il y aura des choses que vous aurez déjà vues ou entendues. Et puis pour les autres, bon, ça sera nouveau. Donc, pour commencer peut-être, puisqu'on est en France, même si c'est la Bretagne, peut-être dire que la démocratie, pour la plupart des gens et dans les écoles, moi je suis professeur de sciences politiques, c'est comme ça que j'ai été formé aussi, c'est comme ça que j'ai enseigné pendant de nombreuses années. On a cette idée qui est en fait un mythe, que la démocratie a été fondée à Athènes, dans l'Antiquité. Évidemment, on sait en principe qu'à l'époque, il y avait des esclaves, que les femmes n'avaient pas le droit de participer aux assemblées citoyennes, que les étrangers n'avaient pas le droit de participer aux assemblées citoyennes, et que les enfants non plus, évidemment, mais que les enfants hommes, évidemment, les garçons, eux, éventuellement, de parents grecs, deviendraient des citoyens à part entière, ce qui signifiait, évidemment, à l'époque de la Grèce, d'être citoyen, de participer à l'Assemblée, donc de prendre des décisions ensemble et éventuellement de participer à la guerre. Et c'est d'ailleurs dans les assemblées qu'ils décidaient de se lancer dans des conquêtes auxquelles ils participaient directement. Donc il n'y a pas à Athènes d'élection comme telle, à part pour des fonctions très très spécifiques, comme les stratèges, les généraux, mais qui peuvent être démis de leurs fonctions en cas de désastre militaire. C'est arrivé à quelques reprises d'ailleurs. Et la plupart des fonctions, quand il doit y avoir des fonctions, à Athènes sont tirées au sort selon le principe, en fait, qu'entre citoyens, on se considère réellement égaux par rapport à nos compétences politiques. Et donc, que ce soit Jean-Pierre ou moi, ça n'a pas tellement de différence qui occupe la fonction. Et de toute façon, les fonctions ont peu de pouvoir en général. Par exemple, il y a le citoyen qui assure la présidence de l'Assemblée citoyenne.
il est tiré au sort, mais il ne présidera qu'une seule assemblée. Et donc, il y a un principe de rotation des tâches pour éviter en fait qu'on s'assoie sur son siège, sur sa fonction, et qu'on développe des avantages ou des privilèges ou du pouvoir du simple fait d'occuper une fonction trop longtemps. Et puis, il y a peut-être une situation où là, il y a un pouvoir, c'est les jurys. Les jurys sont tirés au sort, comme aujourd'hui d'ailleurs. 501 citoyens forment un jury. Et le jury est considéré en fait un petit peu comme une assemblée citoyenne, mais en miniature. Et là aussi, on délibère, mais il n'y a pas de juge et il n'y a pas d'avocat. Donc, c'est vraiment les partis qui s'auto-représentent, argumentent devant d'autres citoyens, et c'est le jury qui prend la décision. Et puis, bref, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Athènes, qui est très longue. Vraiment, maintenant, ils ont quelques difficultés financières d'ailleurs, et c'est plus une démocratie. Mais justement, ce qu'on nous a raconté, ce que moi j'ai raconté à mes classes pendant plusieurs années, c'est que ça, c'était le berceau de la démocratie, Athènes, et que pour des raisons plus ou moins claires d'ailleurs que généralement on n'enseigne pas parce qu'on ne les connaît pas, donc en fait quand on ne connaît pas quelque chose, généralement on n'en parle pas dans nos classes, et cette démocratie serait tombée en dormance. Bon, elle a été militairement vaincue, il y a eu l'Empire romain, il y a eu le Moyen-Âge surtout, en Occident, et un peu par surprise, pour la France, c'est 1789, donc votre Révolution française, mais aux États-Unis, ce sera la guerre d'indépendance, 1776, bref, dans les années 1770, la guerre d'indépendance des colonies britanniques d'Amérique du Nord contre la métropole anglaise, qui va mener à la création des États-Unis d'Amérique. Donc, soit à Boston ou soit à Paris, on dit que la démocratie a été refondée, et c'est l'idée qu'il y a eu on les appelle les pères fondateurs de la démocratie moderne. On appelle ça la démocratie moderne, et on nous dit, dans le fond, c'est la même histoire, c'est la même, il y a une filiation entre Athènes et Paris et Boston, et même Ottawa, dans le cas du Canada, ce qui est absurde, je vais vous l'expliquer dans quelques instants pourquoi, et Tokyo, et Berlin, et le Caire, et tout ça. Bref, tout ça, ça vient d'Athènes. Mais ce qu'on nous explique, c'est qu'évidemment, dans la civilisation moderne du 18e siècle, ce n'est plus une cité-État, donc la démocratie n'est plus dans une cité, et donc le sujet moderne, c'est la nation, et cette nation, il y a trop de personnes dans la nation, et elle est trop dispersée géographiquement pour que la nation puisse s'assembler au Stade de France, par exemple, et donc on a la démocratie représentative. C'est la démocratie moderne, on dit, mais c'est la même chose, mais différent. Et éventuellement, on nous dira même que c'est mieux, en fait, parce que on sait que laisser tout le monde prendre des décisions, ça peut être embêtant. Donc, j'imagine que ce que je viens de vous raconter n'est pas tellement nouveau. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce récit. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que en fait, c'est un récit totalement fallacieux, c'est un mythe, c'est un mensonge. C'est une reconstruction historique qui se fonde sur pas grand-chose, en fait. Dans la mesure où, premièrement, en fait, il n'y a pas de lien institutionnel concret entre Athènes et Paris ou Boston, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, de toute façon, vous le savez, il y a eu destruction de l'autonomie, de la souveraineté, de la démocratie à Athènes. Il y a eu après ça l'Empire romain, après ça il y a eu le Moyen-Âge. Et donc, il n'y a pas de lien institutionnel entre l'Assemblée citoyenne à Athènes et ce qui va devenir le cœur de ce qu'on appelle la démocratie moderne, qui est le Parlement. J'emploie le terme Parlement au sens large. Vous avez l'Assemblée nationale, ça peut être la Chambre des communes en Grande-Bretagne, ça peut être le Congrès aux États-Unis, par exemple, mais appelons ça le Parlement avec des parlementaires, pour simplifier. Et il n'y a aucun lien entre cette institution parlementaire et l'Assemblée citoyenne de Athènes, mais en fait, on peut retrouver l'origine de ces parlements. On la connaît, ou en tout cas on peut la connaître si on cherche un peu grâce aux historiens et aux historiennes. Et en fait, les parlements, c'est une création de la monarchie médiévale. C'est une création du Moyen-Âge, principalement vers le 12e, 13e siècle, mais il y a des traces de proto-parlement déjà vers le 9e siècle. Et à quoi ça ressemblait à cette époque médiévale, et quelle était la fonction de ce que je vais appeler les parlements, pour simplifier, même si au début ils ne s'appellent pas parlement.
c'est des moments où, en fait, la couronne, le roi, convoque, en fait, les grands du royaume, principalement les plus grands féodaux, les plus grands seigneurs du royaume, et éventuellement aussi les plus hautes autorités ecclésiastiques, et il les convoque de façon un peu arbitraire. Des fois, il en convoque une vingtaine, des fois, il en convoque 50, des fois, il en convoque 200, c'est pas toujours les mêmes. Au départ, dans ces rassemblements, il n'y a pas encore le Parlement comme bâtiment physique, avec ses sièges et son décorum. C'est en fait un événement qui se tient de manière irrégulière et dans des lieux différents à chaque fois. Ça peut être d'ailleurs dans un monastère, dans le château d'un des grands du royaume, dans un château du roi, même dans un grand champ sous des chapiteaux. Pourquoi les grands du royaume répondent à la convocation du roi? C'est qu'en fait, ils ont prêté serment. Dans le système féodal, on prête serment. Et on sait souvent que les féodaux ont fait le serment de protéger le roi, mais ils ont aussi dans le serment fait le serment de le conseiller. Donc c'est de le protéger et de le conseiller. Et donc le roi convoque les grands du royaume pour le conseiller, pour des questions très précises. En fait, presque tout le temps, quand le roi convoque ainsi les grands du royaume, c'est qu'il a besoin d'aide pour lever des taxes et des impôts, et qu'il considère que c'est plus facile, en fait, d'avoir le consentement des grands du royaume plutôt que de commencer à lever des taxes et des impôts sans consentement, ce qui peut frustrer certaines personnes, vous comprendrez sans doute pourquoi. Mais il y a aussi un enjeu technique, c'est qu'au Moyen-Âge, les rois, en fait, n'ont absolument aucune connaissance de leur sujet, de leur population, de leur royaume. Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas d'acte de naissance, il n'y a pas d'acte de décès, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, il n'y a pas de ministère du Travail, il n'y a pas de ministère de la Santé, il n'y a pas de... Et en fait, il y a des débats très bizarres au Moyen-Âge, entre Paris et Londres, par exemple, où chaque ville prétend être la plus populeuse. Paris dit on est 5 millions, Londres dit non, nous on est 10 millions, mais en fait ils n'en savent rien, puis en fait ils sont probablement 80 000. Et le roi concrètement n'a aucun moyen de savoir vraiment qui sont ces sujets et quelles sont les ressources. Et en fait l'avantage du système féodal, c'est qu'il est pyramidal. Et donc, en fonctionnant ici, en fait, il fait descendre la demande de taxes et d'impôts, et il va avoir, en fait, l'aide des grands du royaume pour prélever ces impôts. Et donc, la réelle origine du parlementarisme, c'est ces premières rencontres. Et donc, ça n'a rien à voir avec une évocation quelconque de la démocratie. Personne est élu, personne prétend parler au nom du peuple, et le peuple ne se sent pas représenté par ces rencontres, dont des fois d'ailleurs il n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas Facebook. Et donc au fil des rencontres, et là évidemment il faudrait faire l'histoire différemment si on était en Russie, dans le royaume d'Espagne ou dans le royaume de l'Empire germanique ou dans le royaume d'Angleterre, donc je suis conscient que là je vais évidemment trop vite, mais au fil des générations et des siècles et des crises politiques, et des crises militaires et des problèmes financiers des monarques, ces rencontres vont donner l'occasion, en fait, pour les grands du royaume de négocier. On veut notre consentement, et bien nous, on va commencer à exiger de consolider certains droits, certains privilèges, et à certains moments, en fait, il va y avoir, en fait, réellement une situation de crise qui est le résultat, en fait, de cette rencontre. C'est dans la rencontre que la crise éclate. Vous avez évidemment l'exemple très célèbre que vous devez connaître de 1789 avec les États généraux, mais vous avez évidemment, malheureusement pour vous, vous n'êtes pas les premiers. Au XVIIe siècle, en Grande-Bretagne, il y a une crise très importante où, en fait, une guerre civile éclate entre les parlementaires et la couronne. Et finalement, le roi Charles Ier va être décapité. Donc, je suis désolé, ce n'est pas vous les premiers à avoir décapité votre roi. Charles Ier sera décapité et une république sera instaurée en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la République de Cromwell, du nom du personnage qui l'incarne, qui dure quelques années. Puis après ça, la monarchie est rétablie, c'est la Restauration. Et ce qui fait que moi, comme citoyen canadien, en fait, je suis aujourd'hui sujet d'Élisabeth II, la reine, qui vous salue d'ailleurs. Je vous transmets ses salutations. Elle va très bien. Donc, pas besoin de lire Paris Match. C'est bon, j'ai fait le travail. Et voilà. Et donc,
je fais une blague sur le Canada, mais le cas du Canada et le cas de la Grande-Bretagne est encore plus clair parce que justement, il n'y a pas eu, en fait, en Grande-Bretagne, il y a eu une restauration. Au Canada, il n'y a pas eu vraiment, c'est une ancienne colonie, vous le savez, premièrement une colonie du Royaume de France, puis bon, le Royaume de France cède la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne, donc on devient une colonie britannique. Et en fait, il n'y a jamais eu réellement, il n'y a pas eu de révolution victorieuse au Canada, il n'y a pas eu de mouvement de révolution républicaine victorieuse. Il y a eu une sorte de mise à distance tranquille, en fait, en termes politiques. Mais, je le dis en blaguant, mais c'est la réalité constitutionnelle, c'est-à-dire que mon chef d'État, c'est réellement le monarque britannique. C'est la même chose en Australie, d'ailleurs, et en Grande-Bretagne. Et le premier ministre Justin Trudeau, dont vous avez peut-être entendu parler, il est en fait le premier ministre de la reine. Évidemment, ce n'est pas la reine qui le nomme parce que maintenant, il y a des élections. Mais en réalité, il faut que le résultat des élections soit entériné par le gouverneur général. C'est devenu une formalité. Maintenant, le gouverneur général ne va pas s'opposer au résultat des élections. Mais nous avons vraiment une structure qui nous permet de voir très clairement la filiation entre ce qu'on appelle la démocratie moderne et le Moyen-Âge. Et comme vous avez remarqué, il n'y a rien à voir avec Athènes et avec un rapport avec ce qu'on appelle la démocratie directe. Et donc, si vous me suivez jusqu'à maintenant, donc, des moments très importants comme votre Révolution française de 1789 ou la guerre d'indépendance aux États-Unis ou d'autres événements importants, ils s'inscrivent en fait dans cette histoire très longue des conflits entre les parlementaires et la couronne, jusqu'à, dans certains cas comme la France, à se débarrasser complètement de la couronne. Mais là, vous prenez une décision intéressante, c'est qu'en fait, vous vous débarrassez du roi, mais vous décidez d'avoir un président. On pourrait imaginer un système, en fait, où vous vous débarrassez du roi, puis il n'y a pas de président. On pourrait même imaginer un système où il n'y a plus de parlementaires. Mais évidemment, dans cette histoire que je vous raconte, les parlementaires, c'est eux, en fait, qui sortent gagnants de ces luttes politiques de plusieurs siècles. Il n'y a aucun rapport avec Athènes. C'est vraiment l'histoire même du parlementarisme qui arrive à ce résultat. Et ce qui donne qu'au début du 21e siècle, on a des régimes parlementaires qu'on appelle des démocraties, je vais revenir dans quelques instants sur ce mot démocratie, qu'on appelle des démocraties, mais qui sont en fait plus ou moins un peu pareils partout, qu'on se soit débarrassé de la monarchie ou non. J'ai mentionné le cas du Canada, mais il y a la Norvège, il y a la Belgique, où il y a encore des monarques, et puis à côté, il y a la France, qui est une république, puis les États-Unis, qui est une république. Donc évidemment, je suis conscient qu'il y a des différences de fonctionnement dans ces différents pays, mais en fait, si on regarde la dynamique générale, c'est la même logique. Il y a des élections, il y a les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Les gens considèrent qu'ils ont des droits fondamentaux, liberté d'expression, tant que ce n'est pas pour exprimer votre foi religieuse, et d'autres droits comme ça. Et en fait, qu'il y ait eu révolution en France ou qu'il n'y ait pas eu de révolution au Canada, à part des différences là, qui sont réelles, comme la politique du multiculturalisme au Canada ou des choses comme ça, ou c'est un système fédéral, chez nous, il y a des provinces, mais grosso modo, on est dans un système relativement similaire en termes premièrement, de rôle que peuvent jouer les citoyens et les citoyennes, c'est voter, et de qui a le pouvoir politique, c'est les parlementaires et l'exécutif. Pour ça, c'est vraiment similaire. Et donc, considérant cette histoire du parlementarisme, moi, je pense qu'il est beaucoup plus clair, en fait, et même honnête, même si c'est peut-être désagréable, de nommer ces systèmes des aristocraties électives. Parce que c'est vraiment ce qu'on a, c'est des aristocraties électives. Et d'ailleurs, des philosophes comme Spinoza et Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, et même avant, Aristote et d'autres, disaient quand les dirigeants d'une communauté, d'une collectivité sont élus, c'est une aristocratie élective qui est différente de l'aristocratie héréditaire, ce qu'on associe généralement à la noblesse. Il y a l'aristocratie héréditaire, mais il y a cet autre système de l'élection qui permet aussi de mettre en place et de sélectionner une aristocratie qui n'est pas héréditaire, qui est élective. Mais dans les deux cas, c'est une logique aristocratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre population, vous avez une toute petite clique qui prend les décisions. Donc, d'un point de vue mathématique, c'est une aristocratie parce que c'est vraiment un tout petit groupe. L'aristocratie évoque aussi la prétention de cette caste d'être les meilleurs, donc soit meilleurs par la descendance du sang, avoir le sang bleu dans le cas de la noblesse,
ou avoir remporté les élections. Les élections, on imagine qu'en principe, moi j'en sais rien, je vote pas là, mais j'imagine que les gens qui votent dans la salle pensent que c'est un système pour choisir quand même les meilleurs de ce qui est proposé, j'imagine. J'espère pour vous en tout cas. Sinon, vous pouvez arrêter. Et vous allez voir, ça ne changera absolument rien. Pourquoi je vous raconte tout ça? Donc, aristocratie élective, oui. Donc, c'est une aristocratie élective parce que c'est un tout petit groupe, donc c'est une logique de caste. C'est une aristocratie élective parce qu'ils ont la prétention d'être les meilleurs. C'est une aristocratie élective aussi parce que dans le système électoral, c'est pas obligatoire, mais sociologiquement, ça arrive presque tout le temps. Il y a une sélection dans laquelle les classes supérieures sont très fortement favorisées pour remporter les élections. Si vous regardez la constitution en fait, des membres de l'Assemblée nationale ou du Congrès aux États-Unis ou de la Chambre des communes au Canada ou ailleurs, par définition, évidemment, vous n'avez pas de chômeurs, puisque les députés sont salariés. Donc, on ne peut pas être chômeur et député, c'est juste techniquement impossible. À moins de renoncer à son salaire, mais ils ne font pas ça généralement. Mais de toute façon, même s'ils renonçaient à leur salaire, il y aurait quand même un emploi, ils seraient députés. Donc, vous ne pouvez pas avoir de chômeurs, déjà. Et de toute façon, vous avez principalement des avocats, des juristes, des médecins, des chefs d'entreprise, des anciens journalistes et des fois quelques anciens policiers. Bon, toujours difficile de savoir si on a mieux qu'ils soient policiers ou anciens policiers, mais... et puis mais c'est vraiment les classes supérieures qui se retrouvent. Et puis évidemment dans les sociétés occidentales, c'est principalement des personnes blanches et majoritairement des hommes aussi. Donc vous avez vraiment un effet aussi de concentration là, en termes de représentation, une disproportion en fait des classes vraiment privilégiées. Donc ça c'est une autre raison pour qualifier le système d'aristocratie élective. Et puis, la dernière, c'est l'histoire que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que, évidemment, maintenant, c'est électif, ce n'est plus les nobles qui sont convoqués par le roi, les gens sont choisis par l'électorat, ce ne sont plus des familles de nobles, ils n'ont plus d'armure, ils ont des vestons, cravates maintenant, mais en fait, c'est la même logique. Premièrement, c'est le même lieu, c'est le Parlement. Les aristocrates héréditaires ont été remplacés par des aristocrates élus. Et avec la constitution des partis politiques, il y a la même logique. Donc, vous avez ce ne sont plus des fiefs comme au Moyen-Âge, ce sont des circonscriptions électorales. Dans le vocabulaire électoral, on parle même des fois de château fort de tel parti. À telle circonscription, c'est le château fort du parti machin ou du parti truc. Et des fois, même, les journalistes, le soir des élections, on dirait qu'on assiste à une bataille. Ils disent « Ah, le parti truc encercle, en fait, le château fort du parti X et tout ça, là, comme si c'était une espèce de manœuvre de mouvement. » Alors que c'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. C'est juste des gens qui sont allés voter. C'est un peu aléatoire comment ça s'articule sur la carte d'état-major des journalistes. Mais, et évidemment, il y a, à l'époque des grands du royaume, il y avait les grandes familles. Maintenant, il y a les partis. Les grandes familles avaient des blasons, les partis ont des logos, il y avait des hymnes, ils ont des slogans, ils avaient leur troupe loyale, les partis ont leurs militants et leurs poseurs d'affiches. Bon, c'est plus pacifique et moins dangereux que de se promener avec des hallebardes et des arbalètes, mais c'est quand même les troupes. Et en fait, la logique, au final d'une élection, c'est en fait la troupe la plus nombreuse qui gagne. C'est un calcul mathématique, c'est la troupe la plus nombreuse qui gagne, c'est pas celle qui a les meilleures idées, ou c'est même pas nécessairement celle qui a des idées d'ailleurs, mais c'est celle qui est la plus nombreuse qui l'emporte. Donc, évidemment, dans votre cas, vous avez un président, donc on peut parler d'aristocratie élue, ou on peut parler aussi de monarque élu, ou de monarchie élective. Une monarchie élective avec une aristocratie élective, ça me semble beaucoup plus correspondre à la réalité des systèmes qu'on a actuellement. Et donc, je reviens rapidement à la question de la démocratie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont peut-être déjà feuilleté mes livres ou qui ont déjà pris le temps de m'écouter, merci d'ailleurs, d'être venu.
une part de l'illusion qui peut nous habiter par rapport à ce mythe de la démocratie athénienne, c'est le mot. Donc on va nous dire, oui, mais il y a la démocratie, si la démocratie vient d'Athènes, parce qu'en fait, si le mot démocratie, c'est grec, et donc par définition, les personnes qui ne parlaient pas grec ne pouvaient pas inventer la démocratie. Oui, bon, évidemment, il y a quelques problèmes logiques avec cette logique, mais... et c'est un peu nominaliste comme logique. Or, les travaux que j'ai menés sur l'histoire du mot démocratie, mais en m'inspirant d'autres auteurs qui avaient aussi travaillé sur l'histoire du mot démocratie en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en France, comme Pierre Rosanvallon avait déjà travaillé sur la France, et d'autres avaient travaillé sur les États-Unis, Frédéric Schaeffer sur le Sénégal, et bon, bref, il y avait d'autres personnes qui avaient travaillé sur le mot démocratie. J'ai essayé de, moi, reprendre ces travaux, regarder la réalité autrement, trouver d'autres sources. Ce qu'on constate, en fait, c'est que quand il y a ces moments de rupture, comme 1789 en France, ou la guerre d'indépendance aux États-Unis, dans les colonies britanniques, en fait, les élites sont, premièrement, en grande partie, justement, des parlementaires au sens large, donc soit des membres des États généraux dans le cas de la France, qui va bientôt se scinder et créer l'Assemblée nationale, donc des Danton, des Maurras, des Marat, pardon, des Robespierre, des Saint-Just et pas de femmes. Donc ça, c'était des parlementaires, en fait. Du côté des colonies britanniques, même si c'était des colonies, il y avait des assemblées coloniales qui avaient peu de pouvoir, mais il y avait des assemblées coloniales, et donc la plupart les Adams, les Madison, les Hamilton, tout ça, et ce sont des gens qui sont déjà des acteurs politiques dans leur système. Et quand ils déclenchent leur rébellion, qui va devenir une guerre d'indépendance du côté des colonies britanniques et qui va devenir une révolution républicaine du côté de la France, du Royaume de France, quand ils déclenchent leur rébellion, leur fronde, en fait, contre la couronne dans le cas de la France, et en fait, contre le Parlement britannique, mais ça, c'est trop de détails, mais en tout cas, tranquillement, ça devient une guerre contre le roi d'Angleterre aussi. Ces leaders qui s'appelaient en fait des leaders patriotes, c'est un terme qu'ils utilisaient à l'époque, parce que le patriote était celui qui défendait la liberté. Ils n'utilisaient pas le mot démocratie, ou à peu près pas. Mais ils étaient accusés d'être des démocrates par les monarchistes. Donc les monarchistes les accusaient d'être des démocrates, et démocrates, à ce moment-là, faisaient référence justement à Athènes, mais dans un sens péjoratif, c'est-à-dire que c'était le pouvoir de la populace, de la plèbe, un pouvoir irrationnel, chaotique, dangereux, voire même sanguinaire, immoral, et c'est le pouvoir des pauvres. Et les pauvres, le problème des pauvres pour les riches, c'est qu'en fait, les pauvres sont majoritaires. C'est un problème. Et l'autre problème des pauvres, c'est que comme ils sont majoritaires, ben, si vous leur demandez de participer à la décision, il y a des chances qu'ils prennent des décisions égalitaires. Les pauvres sont comme ça. Et les riches aussi, d'ailleurs, et ils sont comme ça, ils ont peur des pauvres, ils ont raison. Et donc ces leaders patriotes qui avaient une éducation classique, certains lisaient même le grec et le romain, oui, le latin. Ils avaient appris l'histoire d'Athènes, l'histoire de Rome, l'histoire de Sparte, et ils avaient appris à se méfier d'Athènes. Athènes était un contre-modèle. Et leur modèle, c'était la République romaine, et Sparte aussi un peu. Et d'ailleurs, dans le cas des États-Unis d'Amérique, c'est tout à fait clair, puisqu'en fait, quand la République des États-Unis d'Amérique est fondée, on va prendre comme symbole l'aigle, mais c'est l'aigle de Rome, en fait, et le Sénat, c'est le Sénat romain. Donc, on est vraiment dans une idée qu'on est en filiation avec le républicanisme romain, mais surtout pas avec la démocratie athénienne, qui est considérée comme problématique, inefficace, décadente, irrationnelle, instable, et comme un contre-modèle. Donc les monarchistes, pour discréditer les républicains, vont les accuser d'être des démocrates, et eux vont dire non, non, nous ne sommes surtout pas des démocrates, non, non, pas du tout. Mais par contre, eux, c'est des démocrates, et eux, c'était en fait les mouvements populaires dans la rue. Les émeutiers, les enragés, les sections populaires, dans les colonies britanniques, au début suite à l'indépendance, les soldats démobilisés qui étaient en fait ruinés parce qu'il y avait eu un problème, il y avait une crise financière et qui allaient en groupe en fait brûler les palais de justice où étaient enregistrées leurs dettes.
Et donc, en brûlant le palais de justice, ils se libéraient de leurs dettes. Et donc, tout ça, ça évoquait la démocratie. C'était identifié comme la démocratie, mais la démocratie, c'est un problème. Pour le faire beaucoup trop rapidement, mais pour faire plaisir à la Fédération anarchiste, on pourrait dire qu'à l'époque, la démocratie, c'était comme l'anarchie. Les démocrates, c'était les anarchistes. Et parce qu'en fait, aussi, la démocratie est associée à la lutte contre les riches, contre les inégalités économiques. Et donc, et là, je vais le faire trop rapidement, ce n'est que à peu près 2 générations après ces moments qu'on appelle le moment fondateur, donc vers 1830 pour les États-Unis et 1848 pour la France, en le faisant très rapidement, parce qu'il y a eu quelques tentatives d'utiliser le mot démocratie de manière positive des 2 côtés de l'Atlantique avant, mais vers 1830, en fait, il y a le premier, en fait, candidat à la présidence, Andrew Jackson, qui va, le premier vraiment décider qu'en fait, il va s'identifier comme démocrate et qu'il va s'identifier à la démocratie, qu'il va dire « je défends la démocratie contre l'aristocratie financière » des propriétaires de manufactures et de ports des manufactures de la côte Est et des banquiers aux États-Unis, et contre l'aristocratie de Washington, c'est-à-dire contre les politiciens classiques, en fait. Et Andrew Jackson se présente comme un outsider, comme quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va faire le ménage. On appellerait ça un populiste aujourd'hui. Il dit qu'il va le faire le ménage pour le bien du peuple. Et pour bien se faire comprendre, il dit je défends la démocratie. Et on a des journaux de l'époque qui rapportent des rassemblements, des meetings publics pro-Jackson, où on entend la foule qui scande « Vive la démocratie, abat l'aristocratie » aux États-Unis d'Amérique. Et ces partisans sont principalement les petits fermiers du Midwest américain et les travailleurs manuels de la côte Est des États-Unis. Et il l'emporte en 1830 et devient le premier président des États-Unis à être identifié comme démocrate et à s'auto-identifier comme démocrate et à dire qu'il défend la démocratie. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing politique, de la propagande électorale, et qu'en fait, une fois qu'il prend le pouvoir, il ne donne pas plus de pouvoir au peuple. Premièrement, il ne saborde pas son poste de président, il ne saborde pas le Congrès, il ne commence pas en fait à organiser les États-Unis sur une base d'assemblée citoyenne locale ou je ne sais quoi, de ce qu'on appellerait la démocratie directe. Il garde en fait le système exactement comme il est. Mais maintenant, il s'appelle démocratie. Mais maintenant, ça s'appelle une démocratie. Donc, c'est pratique. Ça fonctionne tellement bien que dans les années 1830, les journaux de l'époque, c'est pas moi qui le dis, là, tout ça, c'est pas des interprétations que je vous présente, c'est les journaux de l'époque même disent ce qui est en train de se passer et disent qu'il faut se battre avec le mot démocratie pour gagner des élections. Et en une décennie, en fait, tous les candidats aux élections présidentielles qui se présentent comme des candidats sérieux se présentent comme démocrates et se présentent comme défenseurs de la démocratie. Et en disant, vous avez même en fait des débats entre les 2 partis pour savoir qui est vraiment le démocrate et que l'autre a volé le mot démocratie et que le mot démocratie c'est mon nom. Bref, une sorte de chicane de cours de récréation. Sur le mot démocratie, les journaux de l'époque disent, sans le mot démocratie, vous ne pouvez plus être élu aux États-Unis en 1840, mais sans qu'il y ait eu de transformation du système. En France, c'est évidemment toujours plus compliqué en France, mais c'est pareil. Dans les années 1830, évidemment, il y a des gens qui savent ce qui se passe aux États-Unis, donc cette idée de la démocratie d'Amérique vient entre autres avec Alexis de Tocqueville et d'autres Français qui voyagent. Il y a un début de mouvement socialiste dans les années 1830 en France qui va commencer à se présenter comme défenseur d'une république démocratique et sociale. La différence, évidemment, avec les États-Unis à ce moment-là, en 1830, c'est qu'en fait, vous êtes redevenu une monarchie constitutionnelle. Donc, le terme république est utilisé pour dire son opposition à la monarchie. C'est considéré comme un terme séditieux. Et même à certains moments en France, c'est interdit de prôner la république parce que c'est considéré comme un mot séditieux. Et donc, il y a des républicains qui, à défaut d'un autre mot, vont commencer aussi à parler de démocratie. Et finalement, vous avez la Révolution de février 1848 qui rétablit la République, qui réabolit l'esclavage, parce que vous avez fait rigolo, là, vous l'avez aboli 2 fois.
les anciens esclaves devraient vous remercier 2 fois, j'imagine. Ou vous devriez vous excuser 2 fois. Ça dépend comment on